Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Muriel Robin et bien d'autres, elle a tourné avec les plus grands acteurs. Reine de l'audimat et star de la fiction française, elle aligne les succès depuis plusieurs années déjà. Elle est réputée pour son exigence et son professionnalisme, mais aussi pour sa boulimie de travail. Elle a beau enchaîner les tournages, sa passion pour le métier comme pour les acteurs demeure intacte. José Dayan est sur le plateau de Lumière intérieure ce soir. Bonsoir José Dayan. Bonsoir Ariane. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau, vraiment. Alors vous êtes à l'origine de plusieurs succès, on ne va pas les citer tous, tant votre filmographie est impressionnante, mais Les Rois maudits, Les Misérables, Rasputin, Le Comte de Monte Cristo et bien d'autres. Ça fait plusieurs années que vous enchaînez les succès. Comment est-ce que vous êtes tombé au tout début, pour commencer par le commencement, comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du cinéma? Eh bien parce que quand j'étais petite, j'habitais Alger, il y avait la guerre d'Algérie évidemment, et donc il y avait le couvre-feu, et puis mon père ne voulait pas que j'aille au cinéma parce que dans les lieux publics, il risquait d'y avoir des bombes, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais il se fait que ma grand-mère avait 2 cinémas. Et donc, au moment où il y avait le couvre-feu, on ouvrait le cinéma spécialement pour moi, et j'avais une salle vide dans laquelle on faisait des projections de films, et je trouvais ça absolument magique. Je crois que j'avais 7 ans, et à ce moment-là, j'ai décidé de faire des films. C'est là qu'est née votre vocation, vraiment, à ce moment-là. Oui, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et après, vous avez fait des études de cinéma? Oui, j'ai passé mon bac d'abord, enfin mes bacs à l'époque. J'ai fait propédeutique, et puis j'ai fait l'IDEC, et puis j'étais assistante, et puis voilà. J'ai suivi un cursus classique, et je voulais vraiment être assistante parce que je voulais un peu voir comment ça se passait sur place, techniquement, les rapports entre les techniciens, les régies, les décors, les repérages de temps qu'il fallait, d'installation, etc. Je voulais vraiment avoir une espèce de bagage technique, si vous voulez, pour après être libéré. Et vous savez, c'est comme la bicyclette, après ça s'oublie pas, voilà. Alors, on pourrait parler de tous vos films, mais on n'aura pas le temps ce soir. On va parler plus spécifiquement du téléfilm Capitaine Marlowe, que vous avez créé maintenant il y a 4 ans à peu près, 3 ans. Oui. Comment vous est venue l'idée de cette fiction? Eh bien, parce que j'avais fait il y a quelques années une collection tirée des livres de Fred Vargas, qu'à l'intérieur de ces films-là, il y avait un personnage qui s'appelait Violette Rothencourt, et que j'avais distribué à Corinne Maziero. Et qui interprète le rôle titre de Capitaine Marlowe. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une actrice très particulière, qui avait une personnalité, qui avait quelque chose. Et j'ai donc eu envie de lui proposer d'être une héroïne et d'être ce fameux Capitaine Marlowe. Voilà. Vous voulez dire que vous avez créé la série pour elle? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et qui, à mon avis, s'il n'y avait pas eu elle, j'aurais pas fait. Voilà. Ça lui va comme un gant, faut dire. C'est vrai. Alors cette série, elle a été et elle continue d'être un succès d'audience, comme la télévision en connaît peu de nos jours, avec pas moins de 7,2 millions de téléspectateurs en moyenne sur les derniers épisodes. Est-ce que vous avez été quelque part surprise par l'ampleur du phénomène? Oui, en effet, vous avez raison de dire que c'est un phénomène. Parce que là, c'est au-delà de l'audience. Ouais. Je touche du bois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis superstitieuse. Mais là, il y a nos nouveau Marlowe qui arrive à partir du 2 avril et du 9 avril, et puis après il y a quelques rediffs, mais jusqu'à présent en tout cas c'est vrai que les audiences de Marlowe sont hallucinantes, surtout en ce moment, parce que ça n'arrive pas, quoi. Non, c'est sûr. Alors, régulièrement, dans ces épisodes, vous faites intervenir des guest stars, des acteurs ou des actrices de très grande renommée. Il y a eu Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariel, Muriel Robin, Nicole Garcia. Et dans le prochain épisode là, qui sort dans quelques jours, enfin qui est diffusé dans quelques jours, c'est Isabelle Adjani qui est de plus en plus haute. Ah, c'est ce que je vois. Et donc, c'est le 2 avril, Ne plus mourir jamais. Comment réagissent ces différentes personnalités quand vous les sollicitez? Bon, il se fait que Isabelle Adjani, on se connaissait depuis 25 ans à peu près. J'avais connu au moment où elle tournait Camille Claudel, et qu'on avait un rapport d'amitié qui s'était établi, et puis elle a fait sa carrière, moi j'ai fait la mienne, on s'est perdu de vue, et on s'est retrouvés là il y a 1 an à peu près, et je voulais absolument tourner avec elle, et elle a eu la gentillesse d'accepter, et c'est un cadeau extrême qu'elle m'a fait, mais qu'elle a fait aussi, je pense, aux spectateurs. Je confirme, j'ai eu le plaisir de pouvoir voir l'épisode en avant-première, et j'invite les téléspectateurs, téléspectatrices à le regarder. D'ailleurs, pour leur mettre l'eau à la bouche, on va regarder un petit extrait. C'est gentil, merci. Bonjour.
C'est pourquoi? C'est pour voir Isabelle Lomo. À quel sujet? Je pense que je vais lui dire moi-même. Voilà. Non, c'est moi qui vais lui dire. Non, c'est moi. Laisse-la entrer. C'est madame. Thé. Je suis plutôt tisane ou blond bien fraîche, mais ok, du thé. On est au courant pour Élise, hein. C'est Aurore qui vient de me prévenir. C'est ta sœur? Aurore comme la Belle au bois dormant? C'est marrant, ça. C'est plutôt vous, la Belle, qui se réveille après 15 ans, enfin, sans son prince charmant, hélas. Je suis une étrangère pour ma fille. Moi, je comprends, hein, moi aussi, j'ai comaté une fois. 36 heures, ouais. J'avais pris un truc qui devait être coupé à la merde, enfin bref. Quand je me suis réveillé, mon chat, il est passé devant moi, il m'a même pas parlé. Ça m'a fait drôle, hein, je te jure. Vous voulez vous asseoir? Alors on attend la suite avec impatience et cette fois en guest star ce sera non plus Isabelle Adjani mais Jeanne Balibar et Benjamin Biolay. Là la diffusion c'est le 9 avril. Ouais. Et la chanteuse Camille aussi. Et la chanteuse Camille, Oui, très bien. c'est un casting très particulier et je crois que c'est très très intéressant aussi. Oui. Face au capitaine Marlowe, face à Corinne Maziero. Voilà. Alors pour revenir à Corinne Maziero, comment est-ce que vous l'avez rencontrée, cette actrice? Alors Corinne Maziero, je l'ai rencontrée grâce à un casting qui s'appelle Nicolas Ronqui. Et j'étais un peu désemparée, alors que je fais d'habitude mes castings moi-même. Mais pour trouver l'actrice qui pouvait être cette Violette Rothencourt, qui était l'espèce de personnage assez emblématique, immense, gigantesque, etc. Et je ne voyais pas du tout. Et Nicolas Ronqui m'a présenté Corinne Maziero, voilà. Et alors là, on a poursuivi cette aventure Vargas ensemble. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose vraiment de particulier chez cette femme. Et j'avais envie de faire une collection autour d'elle. Et l'ADN, en effet, comme vous le dites, de Marlowe, c'est exactement de la mettre toujours face à des très grands acteurs ou des très grandes actrices. Alors comment est-ce que vous décririez, pour celles et ceux de nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas encore vu le capitaine Marlowe et qui voudraient regarder, comment est-ce que vous décririez en quelques mots ce personnage? Eh bien, il faut regarder, voilà. Il faut regarder parce qu'elle est atypique, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est émouvante, parce qu'elle est inventive, parce qu'elle a un sens de l'improvisation incroyable et de la générosité, et à la fois elle a eu une inventivité au niveau des dialogues. Enfin, elle est vraiment balèze, quoi. Oui, adepte de l'humour noir, très brut de décoffrage. Enfin, Oui. On pourrait dire que c'est un Bérurier femme. Exactement. Voilà. Alors après avoir parlé d'elle, on va parler un peu de vous, si vous le voulez bien. Vous êtes né à Toulouse, comme vous le disiez, ensuite vous avez grandi à Alger. Au-delà des épisodes de couvre-feu, comme vous les décriviez tout à l'heure, de visionnage de films dans les salles obscures, quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas? Quelle petite fille vous étiez? J'étais une petite fille assez solitaire. J'étais enfant unique. Mes parents travaillaient. Et j'étais souvent seule, avec des domestiques qui travaillaient chez moi, bien sûr, mais j'étais seule. Et puis, à un moment donné, quand il a fallu aller au lycée, c'est mon père qui m'accompagnait parce que, voilà, toujours les événements, il voulait pas que j'aille seule, etc. Et chaque fois qu'on arrivait devant la porte du lycée, il me disait t'es sûr que tu veux y aller ou tu préfères pas venir avec moi sur un plateau parce qu'il venait de créer la télévision. Et on faisait l'école buissonnière, mon père et moi, et c'était génial. C'est rare d'avoir un père qui dissuade son enfant d'aller à l'école. Et évidemment, sans le dire à ma mère. C'est le rêve de beaucoup d'enfants. Ouais. Et puis, elle l'a appris un jour. Comment elle a réagi? Très très mal. Ouais. Mais alors mon père, vous savez, comme quand dans les couples, il y a des trahisons, qu'un homme a une maîtresse et puis qui veut le cacher à sa femme et puis sa femme l'apprend et lui dit bon ben maintenant tu le sais. Il dit bon ben maintenant tu le sais, voilà. Sauf que au moment où la convocation du premier bac est arrivée, j'ai dit à mon père je peux pas le passer puisque je suis pas allé en classe. Il m'a dit tu peux le passer parce que tu es ma fille. Je l'ai passé, je l'ai eu. Formidable. Alors, il était réalisateur, il était aussi chanteur d'opéra et acteur. Il était chanteur d'opéra. Je m'appelle José parce que le soir où je suis né, il chantait Carmen au Capitole de Toulouse. Et il était un type génial, oui. J'aimais beaucoup. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'avoir été, d'être la fille d'un artiste, quelque part, parce qu'il avait une âme d'artiste, d'appartenir à une famille dans laquelle le 7e art était une chose importante, puisqu'ils étaient propriétaires de ces salles de cinéma, est-ce que tout ça, ça a influencé votre orientation professionnelle? Moi, je pense, en tout cas, je vous dis, dès l'âge de 7 ans, je savais que je voulais faire des films. Et puis, impossible pour moi d'envisager de faire autre chose.
Alors, on vous connaît surtout en parlant de films pour vos adaptations d'œuvres littéraires. Je parlais tout à l'heure des Misérables, du Comte de Monte Cristo. Oui. Est-ce que c'est un genre, Balzac, absolument, Milady, est-ce que c'est un genre que vous affectionnez tout particulièrement? Oui, moi, en fait, si vous voulez, je n'aime pas du tout faire toujours la même chose. Voilà. Donc, j'aime les films intimistes, j'aime les grandes fresques. J'aime une collection comme Marlowe parce qu'elle est vraiment atypique et qu'à chaque fois on a l'occasion d'avoir des rencontres exceptionnelles comme celle avec Isabelle par exemple. Là, je vais commencer un nouveau Marlowe avec Cadmerade. Là, il y a un mois à peu près, on en a tourné un avec Joe Star et Marina Hans. Vous voyez, donc même à l'intérieur d'une même collection, il y a une telle diversité de contacts humains avec les acteurs et les actrices que ça, c'est très excitant. Mais moi, j'aime beaucoup passer d'une grande fresque à un film tout à fait intime. Mais je vais refaire une mini-série de films historiques en début 2020 pour France 2, à la demande de Takis Candilis. Et ça, j'y tiens absolument. Voilà. Alors, comme vous dites, vous touchez un peu à tout et vous faites beaucoup de choses, y compris passer de l'autre côté de la caméra, puisque vous avez fait quelques apparitions en tant qu'actrice, notamment dans le film Aquamonde d'Edouard Baird. Est-ce que vous avez aimé... Le film de Polanski. Et dans le film de Polanski, absolument. Voilà. Est-ce que vous avez aimé vous retrouver précisément de l'autre côté de la caméra? Non, pas du tout. Moi, je déteste ça. C'était pour leur faire plaisir? Oui, parce que Édouard a tellement insisté pour que je fasse qu'à un moment donné, je me suis dit que ce serait un peu vulgaire de refuser, parce que vraiment, il y tenait. Et puis, Polanski, il a insisté aussi beaucoup. Et puis, je me suis dit, tout de même, avoir la chance d'être 10 jours sur le plateau de Polanski, moi qui suis cinéphile, j'ai accepté pour cette raison, un peu comme un voyeur, si vous voulez. Mais non. Je ne suis pas du tout actrice, je ne pense pas pouvoir l'être, j'ai jamais voulu l'être. Et puis, j'ai trop de respect pour les acteurs et les actrices. Je trouve que c'est un métier encore qui, à mes yeux, reste excessivement mystérieux. Donc non, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je suis assez horripilée quand des gens dont ça n'est pas le métier décident de jouer des rôles. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, vous l'avez fait, c'est une expérience, Oui, et on a bien compris que c'était... Ça, c'est vraiment une expérience d'amitié avec Édouard Baird et une expérience de curiosité admirative avec Roman Polanski. Voilà. Alors, je vous propose à présent qu'on en vienne à la seconde partie de cette émission, qui peut sembler un peu déroutante, comme ça, quand on vu sur le papier, puisque je vais vous laisser seule sur ce plateau. Mais vous allez quand même continuer de m'entendre. Avec le fantôme d'Isabelle Adjani. Avec le fantôme d'Isabelle Adjani, absolument. C'est pas mal. Non, c'est pas désagréable. Non. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. D'accord. À tout de suite. Alors, le principe de cette seconde partie, José Dayan, est assez simple. Je vous propose des mots, des grands concepts existentiels, on va dire, et je propose de me dire ce que ces mots vous inspirent. Le premier de ces mots, c'est le mot fidélité. Fidélité. Fidélité, c'est vraiment un mot très important pour moi. Parce que je pense que, en tout cas, c'est une de mes qualités. Je pense être quelqu'un d'extrêmement fidèle. Fidèle à ses amis, fidèle aux gens que j'admire, fidèle en quelque sorte, oui. Fidèle à ce à quoi je crois. Est-ce que vous avez toujours été fidèle à vos idéaux, aux gens? Oui, je crois. Je crois avoir toujours été fidèle, parce qu'en plus, j'ai un côté un petit peu obsessionnel, vous voyez. Donc, quand j'aime, j'aime. Et vous voyez, j'aime la musique répétitive, j'aime Philippe Glass, j'aime... voilà, donc j'ai un côté obsessionnel, y compris dans l'amitié et dans la fidélité, oui, bien sûr. Alors, quand on parle de fidélité, on n'est pas loin de la complicité. C'est que vos acteurs sont pour beaucoup devenus des amis. Vous avez dit que vous étiez amoureuse de vos acteurs. Quelle place jouent-ils dans votre vie ? Pas tous, parce que alors là vraiment, il faudrait que j'ai une espèce de château pour vivre avec tous mes acteurs, mes actrices. Mais oui, ils sont très très importants. Et je dirais même que mes seuls amis sont les acteurs et les actrices. Vous qui êtes tant attaché à la fidélité, à la complicité, comment est-ce que vous vivez les ruptures ? Est-ce que vous en avez provoqué et est-ce que vous en avez vécu ? J'en ai vécu quelques-unes, oui, qui d'ailleurs n'étaient pas au départ de mon fait. Et j'en ai souffert un peu. Et puis j'ai vécu aussi quelques trahisons.
pas d'acteur ni d'actrice d'ailleurs, enfin dans la vie, il nous arrive de croiser aussi d'autres personnes que des acteurs et des actrices. Et moi, j'ai beaucoup de chance. Quand je me sens trahi, eh bien, j'efface, j'oublie. Je suis pas du tout comme Monte Cristo avec le goût de la vengeance, parce que je pense que c'est une énergie inutile et qu'il vaut mieux avoir une énergie créatrice. Et donc, voilà, au moment de la trahison, eh bien, moi, je zappe les personnes. Il y a la trahison, puis très loin de la trahison, il y a aussi la disparition de gens qu'on aime. Ah, ça, c'est pas pareil. Voilà, c'est encore autre chose. La disparition des gens qu'on aime, la fidélité reste très forte, très intense, très vibrante, si vous voulez. Et moi, par exemple, sur mon carnet d'adresses, il y a des noms que j'ai entièrement effacés et rayés, en effet, de gens que je considérais comme des traîtres. Et j'ai gardé le nom de toutes les personnes, hélas, disparues, avec leur numéro de téléphone, de ces personnes qui me sont importantes. Oui. Alors, quand on parle de fidélité, je voulais aussi savoir si vous me disiez que vous aimez varier les rythmes et les genres. Est-ce que vous arrivez à rester fidèle à vous-même ? Fidèle à moi-même, oui, puisque je vous ai expliqué que ce que j'aimais, c'était changer de chemin. Voilà, donc oui. Oui. Fidèle à moi-même, c'est-à-dire passer du Capitaine Marlowe à Cet amour-là, au Misérable, à Monte Cristo, au prochain film historique que je vais faire. Oui, bien sûr, à Fred Vargas. Tout ça, ça fait partie de mon univers, donc ma fidélité face à cet univers. Et le terme exigence, à présent, il vous inspire quoi ? Le terme exigence, il me semble indispensable dans le métier que je fais, et sûrement dans d'autres métiers aussi. Enfin, moi, je ne peux parler que du mien. Il me semble indispensable parce que je crois que c'est la première politesse qu'on doit aux spectateurs. Et donc, et aux acteurs aussi. C'est-à-dire que si un acteur vient vers vous, il faut qu'il sache que vous avez de l'exigence, en tout cas, d'aller le plus loin possible et avec le plus d'exigence, en effet. Vous avez à votre actif plus d'une centaine de téléfilms. Et alors, loin du laxisme que vous évoquiez à l'instant, vous avez la réputation d'être infatigable et très exigeante, précisément, avec vos équipes. Eh bien, ça leur plaît. Parce que, en vérité, vous savez, dès qu'il y a du laxisme, on s'ennuie. Et puis ça entraîne comme ça une espèce de dérive, tandis que finalement l'exigence vous pousse vers l'excellence. Vous semblez insatiable de travail, ce qui peut être une qualité, ce ne sont pas un défaut. Et un de vos assistants a dit un jour, en parlant de vous, elle est fatigante, mais jamais fatiguée. C'est vrai. Je peux être fatigante parce que moi, je suis, en effet, jamais fatiguée quand je tourne. Et à un moment donné de ma vie, mais ça n'est plus le cas, mon rêve, c'était de faire 2 films par jour. C'est-à-dire, au moment où un tournage se termine à 19h30 le soir, comme je suis en pleine forme, vraiment en pleine forme, parce que j'ai tourné et que j'aime ça, reprendre un autre à 22h. Bon, mais les assurances, tout ça, c'est impossible. Mais, alors c'est vrai, vous savez, quand on aime, on n'est pas fatigué. Voilà. Moi, si je faisais un autre métier que le mien, je pense que je serais une espèce de larve fatigable et fatiguée. Parce que je ne serais pas passionné. Mais dès qu'il y a la passion, il n'y a pas de fatigue. Au contraire, la passion vous porte. Et alors, pourquoi cette voracité ? C'est la passion, comme vous le disiez à l'instant ? Est-ce que c'est la reconnaissance ? Non, la reconnaissance, ça m'est un peu indifférent. À part la reconnaissance des gens que j'estime, que j'admire, et qui, d'une certaine manière, me touchent profondément. Et puis la reconnaissance, alors, très abstraite, mais incroyablement forte et chaleureuse du public, quand on sait que, finalement, il est là, au rendez-vous. Mais non. Voilà pourquoi. Et puis j'aime tourner. C'est surtout que j'aime tourner. Voilà. Est-ce que vous avez cette même exigence dans votre autre vie, la vie en parallèle de la réalisation ? Et c'est quoi la vie en parallèle de la réalisation ? Votre vie privée ? Mais ma vie privée, elle est liée intimement à ce que je suis. C'est-à-dire que quand on est metteur en scène et en même temps productrice, ce qui est mon cas, comment vous dire,
c'est pas comme si on allait dans un bureau, là, il n'y a rien de péjoratif, de 9h du matin à 18h, puis après on ferme le bureau, et puis la vie ailleurs reprend. Non, là, on est quand même toujours dans son film. On est habité par ce qui se passe, par ce qui va se passer, par ce qui s'est passé, par ce qui nous a plu dans un tournage, là où on a senti des difficultés. Voilà, la vie privée, ma vie privée est absolument liée à ma vie professionnelle, puisque moi, je considère que ma vie professionnelle fait partie de ma vie privée. Certains ont pu dire avec beaucoup de gentillesse néanmoins et de bienveillance qu'il y avait une dimension de machine. Est-ce que vous vous percevez comme tel ou pas du tout? Comme une machine? Oui. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 non. Non, non, je me perçois comme quelqu'un de passionné, qui aime ce qu'il fait et qui... alors peut-être, tiens, je vais vous parler d'un film que j'aime beaucoup, qui est Nosferatu. Alors peut-être que, comme Nosferatu avait besoin de se nourrir de sang, moi j'ai besoin de me nourrir de pellicules. Voilà. C'est quoi, selon vous, le danger de l'exigence? Ah, moi je pense qu'il n'y a pas de danger à l'exigence, je pense qu'il y a du danger au laxisme. Vous avez dit « chaque succès vous met au bord du gouffre ». Dans l'absolu, cette phrase pourrait sembler paradoxale. Comment est-ce que vous l'expliquez? Mais non, parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai connu des gens qui, finalement, étaient grisés par leur succès. Et c'est terrible, parce que on ne sait, c'est fragile, le succès. On ne sait pas. Ça peut être là, ça peut disparaître, ça peut revenir. On peut pas être grisé, on peut même être terrorisé par un immense succès. Par exemple, Maria Callas, moi qui aime l'opéra, Maria Callas était pétrifiée par son succès. Parce que elle pensait qu'on attendait toujours plus d'elle, et c'est vrai. Et donc, imaginons, si vous voulez, que Marlowe fasse moins d'audience, fasse une audience normale, qui pour d'autres serait un succès. Eh bien, pour moi, ça serait considéré comme un échec. Est-ce que justement, pour reprendre l'exemple de Maria Callas, l'éventuel danger pourrait être une insatisfaction permanente puisqu'on attend toujours plus, toujours mieux? Non, c'est pas une insatisfaction. C'est une espèce de, comment dire, d'attente, de quelque chose à fleur de peau. Non, 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 c'est parce qu'au moment où on fait, d'un seul coup, on sort de cette attente. Mais c'est juste avant et puis après, l'angoisse. C'est pas pendant. C'est rarement pendant. Alors, on va sortir du terme angoisse pour parler du terme de passion. Vous nous en disiez quelques mots à l'instant. Il semble que votre vie soit complètement guidée par la passion, en fait. Oui, moi, je suis quelqu'un de terriblement passionné et de pas blasé du tout. Et j'aime être étonné, j'aime admirer. Et d'ailleurs, quand j'ai créé ma société de production, j'en avais parlé à Jeanne Moreau. Et elle m'avait dit, j'ai dit, bon, je vais chercher un nom pour cette société. Elle m'a dit, mais appelez-la Passion Film, parce que vous êtes tellement passionné. Et je l'ai appelée Passion Film. Oui, c'est vrai. Vous avez dit, j'essaye de faire des films avec beaucoup de passion, le travail avec les grands acteurs, et ce que j'aime le plus, effectivement, votre société, votre boîte de prod porte le terme de passion film. Est-ce qu'il y a quelque part une notion aussi de partage, au sens où vous partagez votre passion, à la fois avec votre public et puis avec vos acteurs? Mais évidemment, mais avec mes techniciens aussi, et puis avec les gens qui sont autour de moi, bien sûr. Mais bien sûr, absolument. Parce que la passion, c'est généreux. À la fois, c'est violent, quoi, voilà. Ça peut être dangereux, ça peut être brûlant, la passion. Quand vous dites que ça peut être dangereux, c'est au sens peut-être d'enfermement? Non, je pense au sens de l'amour, par exemple. Si vous aimez quelqu'un passionnément, ça peut être génial. Mais si à un moment donné, il y a quelque chose dans la mécanique qui se coince, ça peut vous mettre au sol. Vous voyez? Parce que il se fait qu'il y a... Moi, j'ai entendu des tas d'émissions, des tas de gens disant « Non, moi, je veux pas être passionné parce que après on souffre trop. » Et c'est vrai, la passion, c'est le terreau de la souffrance, bien évidemment. Mais c'est tellement beau d'être passionné. On souffre en fonction du degré de sa passion. Mais ça vaut la peine. La passion, c'est aussi parfois synonyme de liberté? De liberté, oui, et peut-être d'enchaînement aussi.
Je faisais référence à une phrase que vous aviez dite un jour où vous disiez « Je suis à un tournant de ma vie où je ne ferai plus que des films que j'ai envie de faire. Il ne faut pas tourner par routine, sinon on est mort. » Et c'est vrai, et c'est vrai. Et ça, j'ai la chance pour l'instant, encore une fois, je touche du bois avec ma superstition, j'ai la chance de choisir les films que je veux faire, oui. Et surtout les acteurs avec lesquels je veux tourner, oui. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Quel est le lien que vous faites entre la passion et la foi? Mais alors, et là, je vais vous dire, c'est épouvantable. Je n'ai pas la foi. Ma fiancée, l'école Simon, qui elle a été élevée chez les Ursulides, etc., enfin bon, qui connaît tout ça parfaitement, me dit de moi, elle me qualifie de païenne mystique. Ça me plaît bien. J'étais baptisée à l'église Saint-Cernin, quand même, à Toulouse, mais j'ai pas la foi. Pour moi, hélas, ça reste absolument abstrait. Vous avez en tout cas la foi en vos acteurs et dans vos films. Oui, mais la foi, l'au-delà, hélas, non. Mais comme je suis superstitieux, je me dis, on sait jamais, vous savez, c'est le pari de Pascal. Allez, le dernier mot que je soumets à votre sagacité, c'est le mot rêve. Ah, ça, j'adore ça. Mais le rêve, c'est la vie, quoi. Pour moi. Moi, je déteste ce quotidien. C'est aussi pour ça que j'aime les films, parce que dans les films, il y a du rêve, même dans des films qui sont réalistes. J'entendais cette nuit une interview de Bertrand Blier, qui est un metteur en scène que j'admire beaucoup, et qui expliquait que ce qui était merveilleux au cinéma, c'est que quand on tuait quelqu'un, il tombait, puis immédiatement après, on disait couper, il se relevait. Si la vie était comme ça, ce serait génial. Donc moi, j'aime les rêves. J'aime rêver, oui, je suis une rêveuse. C'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de rêver. Vous ne lâchez jamais vos rêves? Pardon? Vous ne les lâchez jamais, vos rêves? Quand vous rêvez de quelque chose, vous avez la détermination de faire en sorte que ce rêve devienne réalité? Oui. J'essaie en tout cas, mais ça dépend pas toujours de moi. En tout cas, je tente de faire le maximum pour que ça devienne réalité, oui. Je vous ai dit, je suis obsessionnelle. On va revenir sur vos rêves d'enfant. Vous me disiez tout à l'heure que dès l'âge de 7 ans, vous saviez que c'était dans cette direction-là que vous vouliez aller. Donc votre rêve-là est vraiment devenu réalité. Est-ce que vous aviez d'autres rêves en tant qu'enfant? Oui, curieusement, je voulais faire des films, uniquement des films. Ou alors être metteur en scène d'opéra. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, mais à un moment donné très court, je me disais, je veux être notaire. Vous imaginez, moi, notaire. Mais pourquoi? Parce que j'avais une plaque de notaire en cuivre très brillante, je l'ai trouvée très belle, et j'avais assez envie d'avoir une plaque comme ça devant chez moi. Et ça, c'est vraiment stupide, c'est un truc de gosse. Vous avez une prédilection pour les personnages, les grands héros de fiction. Quelque part dans la fiction, il y a une dimension un peu utopique. Est-ce que vous vous décririez comme utopiste? Oui, sauf que l'utopie, c'est merveilleux. Mais il faut à un moment donné que cette utopie se concrétise. Voilà. Et moi, j'aime une utopie concrétisée, si vous voulez. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique donnée par je ne sais quelle fée, quel rêve réaliseriez-vous? Eh bien, comment vous dire? De tourner un film où tout serait permis. C'est-à-dire où il n'y aurait pas d'entrave, où je pourrais décider d'avoir les droits de tel livre, même si les droits ne sont pas libres, d'avoir tel acteur, même s'il ne souhaitait pas le faire. Enfin, de faire un film idéal, voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'entraves? Il n'y en a pas. Mais vous me demandez dans l'absolu. Alors, je vous dis dans l'absolu. Pour l'instant, je dois dire que ce que je fais en ce moment me passionne beaucoup, encore une fois, le terme de passion. Et j'ai eu, par exemple, la chance là, de retrouver Fred Vargas. Je viens de filmer son dernier roman, Quand sort la recluse, qui va d'ailleurs être diffusé aussi au mois d'avril. Donc, évidemment, le mois d'avril, pour moi, est très... cette espèce de mois d'ayant, en quelque sorte. Parce qu'il y a d'abord le 2 avril sur la 3, le film avec Isabelle, le Marlot avec Isabelle Adjani. Le 9 sur la 3, le Marlot avec Balibar et Benjamin Biolay et Camille. Et le 10, il y a Quand sort la recluse sur la 2. Et le 17, il y a un deuxième Quand sort la recluse sur la 2. Mais j'avais très très envie de retrouver Vargas et je l'ai retrouvé. Donc vous voyez, quand on a décidé de poursuivre sa route, on arrive à le faire.
On va parler beaucoup de vous au mois d'avril. Est-ce que vous aimez qu'on parle de vous? Mais ça dépend comment. Ça dépend comment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces films touchent le public et que le public soit heureux de les recevoir, car honnêtement, je trouve que ce sont des films très particuliers, ne serait-ce que par la richesse du casting avec Isabelle Adjani ou Balibar ou Biolay et l'univers de Fred Vargas. J'espère que ces films vont trouver leur audience. Oui. Autrement, honnêtement, ça m'est égal. Moi, j'ai travaillé longtemps avec un producteur qui était très brillant d'ailleurs, qui s'appelait Pierre Grimblat. Et lui, il avait absolument besoin qu'on l'aime. Enfin, il aurait fait du charme à une porte. C'était vital pour lui. Moi, je m'en fous. Ça m'est totalement indifférent. Je veux être aimé des gens que j'aime. Le reste m'indiffère un peu. Et je vais vous dire, je peux même aimer des gens qui ne m'aiment pas. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aimez quand même plaire au public, aux téléspectateurs, à votre audience. Attendez, plaire au public, c'est pas plaire au public en faisant du charme à une porte. C'est vraiment essayer de faire un film qui va toucher les gens de la manière la plus sincère. C'est pas pareil. Est-ce qu'il arrive que les gens, à leur tour, vous touchent avec des commentaires, Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous a dit ou écrit de plus touchant? Bah écoutez, moi, je vais vous dire, on m'a tellement écrit, et comme je suis si peu narcissique, je pourrais pas tellement citer, et puis à la fois, quand on me fait beaucoup de compliments, ça me gêne un peu, j'ai pas envie de les citer. Là, par exemple, dans mon téléphone, j'ai une espèce de message de Fred Vargas qui a vu hier les 2 films que j'ai faits à partir de son livre Quand sort la recluse. Eh bien, je ne lirai pas ce message, mais ça m'a touché, voilà. Quelle est votre plus grande qualité? La fidélité, je pense. Et votre plus grand défaut? Le bordel. Je suis assez bordélique, non pas dans ma manière de tourner, mais dans ma vie privée. Et la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain, ce serait quoi? L'humanité. Et l'intelligence. L'intelligence qui ne veut pas dire forcément culture, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. L'intelligence du cœur. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier qui a cette intelligence de cœur, cette humanité? Il y en a pas mal parmi mes amis. Je ne voudrais pas en oublier 1 ou 2, donc je ne les citerai pas. Mais comment dire, éventuellement en héros peut-être de fiction, puisque vous avez dépeint les plus grands personnages de fiction dans le cadre de vos téléfilms. Est-ce qu'il y a un personnage qui, justement, par sa grandeur d'âme, son humanité, sa générosité, sa fidélité, vous a particulièrement marqué, inspiré? Mais il y a un personnage, moi, que j'aime beaucoup et qui n'était pas parfait, mais finalement la perfection, c'est très ennuyeux. C'est Balzac. J'aime beaucoup Balzac, avec ses tourments, avec ses angoisses, avec sa malignité, avec sa force de travail, avec son désespoir, avec ses passions. Oui, j'aime Balzac, parce que précisément, il n'est pas parfait. Est-ce que tous ces personnages que vous avez représentés, notamment les personnages de Balzac, sont des personnages qui, par certains aspects, vous ressemblent? Peut-être Balzac. Ma mère m'appelait Balzac, mon petit Balzac, quand j'étais petite. Et je pense qu'il y a des points communs entre Balzac et moi, oui. Lesquels? Ben, je viens de vous le décrire, oui. Balzac. Donc, les anges, pareil, à la fois sa boulimie de travail, son aptitude à s'enflammer, ses passions, ses dérives, voilà. Pour revenir au terme de rêve, est-ce que vous avez le sentiment que les rêves sont un moteur de création? C'est possible, oui. Bien sûr, mais ça c'est dans l'inconscient. Et moi je ne suis pas analysée, donc je ne saurais pas répondre à ça. Et il y a des gens qui croient à la psychanalyse, d'autres qui sont plus rétifs. Vous faites partie de cette seconde catégorie? Je ne sais pas, en tout cas, moi je n'ai pas le désir d'être analysée, voilà. Ce qu'on respecte complètement. Écoutez, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette... C'était très amusant. C'était très original finalement. Ça m'a bien plu. Bon, écoutez, tant mieux. Je reviens quand même. Revenez, je vous en prie. À tout de suite. À tout de suite.
Vous sembliez dire que l'expérience était amusante, en tout cas intéressante. Est-ce que vous arrivez à prendre le temps de vous poser parfois, parce que c'est vrai que vous êtes une boulimie de travail, que vous avez tout le temps plein de projets, ce qui est fantastique, et on a hâte de voir vos prochains films historiques que vous évoquiez tout à l'heure, et d'en savoir plus. Est-ce que néanmoins vous arrivez à trouver le temps parfois de vous poser, que ce soit, je ne sais pas, certains prennent le temps de respirer, de méditer, alors on a bien compris que ce n'était pas la psychanalyse, hein, mais est-ce que, voilà, de vous interroger sur le sens de la vie, le pourquoi du comment? Mais ça, c'est en parallèle de ma vie et de mon travail. Ça fait partie de moi. Bien sûr. Et donc vous me disiez en tout cas que cette expérience... Mais je ne m'arrête pas pour méditer, j'ai médité 10 minutes par jour. Voilà. En tout cas, c'est une expérience que vous avez trouvée amusante, le fait de vous retrouver comme ça. C'est très amusant. Oui. Ouais. C'est assez atypique. Alors, beaucoup de grands artistes vous ont dit oui. Hein, on parlait tout à l'heure d'Isabelle Adjani. Donc, je rappelle que la date de diffusion est le 2 avril. L'épisode avec Benjamin Biolay, Camille, Jeanne Balibar la semaine d'après. Ouais. On vous a souvent dit oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit non? Pas vraiment, mais... c'est arrivé quelquefois, mais peut-être parce que le rôle que je proposais ne leur convenait pas, peut-être que les dates leur convenaient pas, je ne sais pas. Non, oui, par exemple, Fanny Ardant, j'avais proposé de tourner dans Monte Cristo, elle a refusé. Et comme je souhaitais tourner avec elle, j'ai proposé de tourner dans Balzac, elle a dit oui. Puis après, on a travaillé ensemble, vous voyez. Non, pour l'instant, pas vraiment. Est-ce que les gens arrivent à vous dire non? Mais peut-être, on verra. J'espère pas souvent, mais ça peut arriver. Oui. Apparemment, ça n'arrive pas souvent. Et quand on vous le dit, le cas de Fanny Ardant, comment est-ce que vous le prenez? Ben, vous voyez, ça ne me vexe pas. Parce que, encore une fois, je n'ai pas cet ego et cet égocentrisme qui dit comment, moi, on me refuse. Non, pas du tout. Je propose, et puis... si elle le refuse, c'est qu'elle a de bonnes raisons de refuser. C'est-à-dire que soit le personnage lui plaît pas, soit elle a autre chose à faire, soit finalement je lui plais pas, mais c'était pas le cas puisqu'on a tourné beaucoup ensemble. Et puis là, dernièrement, je lui ai proposé un autre personnage à Fanny. Et elle avait un film à faire en même temps. Et elle m'a dit, mais de toute façon, je sens pas le personnage. Et je lui ai dit, mais Fanny, c'est pas grave. On se retrouvera sûrement une autre fois, voilà. Non, c'est pas grave. Alors vous réalisez beaucoup de films, vous avez un rythme de production qui est effectivement tout à fait fascinant vu de l'extérieur. Est-ce que vous avez le temps d'en regarder des films? Je regarde tout le temps des films, oui. Le soir, la nuit, oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice en particulier, que ce soit français ou étranger, que vous affectionnez particulièrement, voire même qui vous inspire? Ah oui, il y a beaucoup de metteurs en scène que j'aime et que j'admire. Oui, bien sûr, qui me touchent. Et puis, il y a aussi des séries que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a une série américaine autour de Sherlock Holmes qui s'appelle Elementary, que je trouve remarquable. Voilà, oui. Comment dire, j'ai beaucoup aimé House of Cards aussi. Enfin, il y a des séries qui me touchent. Il y a des metteurs en scène, évidemment, qui me touchent beaucoup. Lesquels? Choisir, c'est renoncer, donc c'est jamais simple, mais est-ce qu'il y a... Non, mais il y en a tellement, enfin, je veux dire... Peut-être un film que vous avez vu récemment... non, mais j'ai pas vu de film récemment. J'ai vu des séries, mais j'ai pas vu de film parce que j'étais moi-même en tournage. Et puis j'étais aussi en repérage, en montage, enfin bon, bref. Mais oui, il y a beaucoup de metteurs en scène que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le cinéma anglo-saxon. J'aime beaucoup aussi certains films indépendants américains que je trouve vraiment extrêmement intéressants. Voilà, j'ai beaucoup aimé le Barbara de Mathieu Amalric, justement avec Jeanne Balibar. Je trouvais que c'était une façon très intéressante de faire un biopic qui en fait n'était pas un biopic, et je trouve que c'était ça qui était vraiment original. Ouais, ça m'a plu. Voilà, enfin bon, bref, ça serait trop long encore si je vous disais tous les metteurs en scène que j'aime. Alors, il est beaucoup question de faits divers dans votre série Capitaine Marlowe, pour revenir au téléfilm. Dans celui qui est diffusé le 2 avril avec Isabelle Adjani, dont on parle beaucoup. Mais pas tellement de faits divers, en fait, parce qu'il s'agit surtout soit de crimes. C'est ça. Mais en fait, ce n'est pas un fait divers. Il y a toujours une raison. Comment dire, c'est pas sordide. C'est pas quelqu'un qui rentre dans un appartement et égorge deux vieillards pour leur piquer 200 balles. Non, il y a toujours quelque chose, ou de l'ordre du désespoir, ou de l'ordre de la confusion. Mais
je dirais pas ça, j'appellerais pas ça fait divers. Alors là, en l'occurrence, dans cet épisode-là, on peut le dire sans rien trahir, parce qu'on le sait depuis le début, après l'enquête se dénoue, hein, mais c'est un corps qui est repêché dans la rivière, et donc il y a toute une enquête pour savoir qui en est à l'origine. Finalement, il est souvent question de mort, hein, forcément. Puisque quand il y a des gendarmes ou des flics, il est souvent question de mort, parce qu'autrement, il n'y a pas d'enquête. La mort, c'est quelque chose qui vous fait peur? Eh bien, oui. Oui et non, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me fait peur dans la mort, c'est l'idée de perdre quelqu'un que j'aimerais. Ce qui est déjà arrivé avec Jeanne Moreau, effectivement, ça a été Bien sûr, c'est arrivé avec Jeanne Moreau, c'est arrivé avec Guillaume Depardieu, c'est arrivé avec Jean-Claude Brialy, c'est arrivé avec pas mal de personnes, avec Simone de Beauvoir, mais enfin, c'est ça, moi, qui me terrorise dans la mort, oui. Je dirais terrorise. C'est le chagrin de voir... Le chagrin de perdre quelqu'un qui vous est indispensable. Voilà. Et pour l'écriture de ces téléfilms, où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Alors vous avez raison, c'est pas des faits divers à proprement parler. C'est pas moi qui écris. Hein. À chaque fois, on prend des auteurs différents. Mais nous, on a établi ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire les fondamentaux de Marlowe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'hiérarchie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, elle est itinérante et à chaque fois, encore une fois, les crimes ne vont pas dans le sordide. Il y a quelque chose toujours de l'ordre passionnel, si vous voulez. Et c'est ça qui m'intéresse. Pour revenir à la mort et au chagrin qu'on ressent, voire à la quasi-déprime parfois qu'on peut... Plus que déprime, sûrement, oui. Voilà. C'est quoi, vous, vos recettes anti-déprime dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut juste attendre, le temps arrangera l'affaire et attendre que ça passe, ou est-ce que vous avez des... J'ai pas de recettes. Moi, en vérité, j'ai des recettes pour rien. Je suis quelqu'un d'assez instinctif. Non, j'ai pas de recettes. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ah ben tout. D'abord ce que j'ai à faire, et puis la rencontre, imaginer, concevoir un film, rencontrer des auteurs, voir des acteurs, des décorateurs, des musiciens. Enfin, c'est une vie pour moi rêvée. Et qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous vous dites que c'était une journée réussie? Eh bien, quand ça se passe bien, quand Isabelle Adjani, par exemple, me dit oui, je vais faire ton film, quand je vois un patron de chaîne à qui je propose une idée qui me dit bon, on y va, ça c'est une journée réussie. Puis quand ça coince, c'est moins réussi, puis on recommence par un autre biais. Voilà. Elle est vraiment bluffante, effectivement, de manière générale, hein, mais dans cet épisode... Elle est formidable. Voilà, une grande comédienne. Est-ce que vous l'avez beaucoup coachée, ou est-ce qu'elle... Mais non, mais attendez, ça encore, c'est une légende. Comment vous dire? Quand les acteurs sont si grands, on les coache pas. Et ils sont très animaux, ces acteurs. Il y a un rapport vraiment d'émetteur-récepteur. C'est-à-dire qu'elle sait très bien dans quelle aventure elle va. Elle voit tout de suite comment est placée la caméra. Elle voit l'objectif. Elle voit la lumière. Elle voit les partenaires. Elle voit la tension précisément, l'exigence. Et elle voit aussi le regard à la fois exigeant et bienveillant, bien sûr. Et là, c'est quelque chose qui fait qu'ils se sentent libérés. En plus, moi, je tourne très vite. Et donc, il y a une énergie déployée dans cette rapidité qui fait qu'ils sont là, et pour le film et pas pour autre chose. Alors, vous tournez très vite. Est-ce que, on revient un peu à la question que je vous posais tout à l'heure, mais est-ce que ça vous arrive de prendre le temps? Ou est-ce que vous tournez tout le temps très vite? Vous appelez quoi prendre le temps? Je peux décider, si je fais un film en 16 jours, de tourner un certain nombre de séquences de 10 à 12 minutes, ce qui semble rien, mais qui est énorme, en une journée. Puis je peux décider de tourner une séquence de 2 minutes en une journée. Ça dépend techniquement et au niveau de l'émotion et tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'à partir de là, on organise son tournage, bien sûr. Alors vous êtes très active, et je vais pas, loin de moi l'idée de faire de la psychanalyse à 2,50 €, n'étant pas du tout psychanalyste, mais on pourrait s'interroger si, est-ce que vous avez peur du temps qui passe? Est-ce que c'est une façon de gagner du temps sur la vie? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous avez peur de l'ennui, peur du silence? Ça génère un certain nombre de questions. Moi, je vais vous dire, la lenteur me tue. Voilà. La lenteur m'épuise. Les gens léthargiques? Ouais. C'est, comment vous dire, c'est un... Vous voyez, c'est un moteur. Et
quand il y a quelque chose de lent, qu'on fonctionne pas dans un rythme qui est le mien, eh bien, j'ai l'impression que le moteur s'enraye. Je sais pas comment vous dire. Je suis épuisée par la lenteur et galvanisée par la rapidité. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Je regarde des films, j'écoute de la musique. Rien, je fais pas grand-chose. Je fais pas de sport, je fais pas de voyage. Je n'aime pas faire des voyages comme si j'étais un touriste. J'aime faire des voyages quand je tourne. Je tourne, par exemple, en Amérique, au Mexique, n'importe où. Alors, à la fin du tournage, je reste 10 jours dans le pays parce que j'ai des contacts, j'ai vu ce pays de façon privilégiée de l'intérieur et je continue de le voir comme ça. Mais prendre un avion, ou alors je prends un avion pour aller passer un week-end à Rome parce que j'adore Rome et que j'ai des habitudes là-bas ou à Naples. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le côté, je prends un sac à dos et je visite, non. Est-ce qu'il y a D'ailleurs, je déteste les sacs à dos. Par ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous ressourcer? Et comment est-ce que vous vous ressourcez? Se ressourcer, c'est pas nécessairement effectivement aller à l'autre bout de la planète. Hein. On peut se ressourcer très près de chez soi. C'est quoi vous ce qui vous Alors, on a bien compris que le travail vous énergisait beaucoup, la vitesse, le mouvement. Moi, ce qui m'énergise, c'est d'avoir des projets et de faire en sorte qu'ils aboutissent. Et c'est ça qui vous ressource. Ah ben oui. Ouais. Bien sûr. Là, à part les tournages de Marlowe que je vais commencer là et qui me plaisent beaucoup et qui m'intriguent beaucoup, j'ai 2 projets très particuliers qui n'ont rien à voir avec Marlowe et qui m'ont donné beaucoup d'énergie, oui. Tous ces gens qui font l'éloge de la lenteur, ça vous agace prodigieusement alors? Ah moi oui. Ouais, en tout cas, c'est pas pour vous. Oui, ça m'horripile. Votre hobby préféré, c'est précisément de regarder des films, d'écouter de la musique, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Certains l'aiment chaud, m'a fait mourir de rire. Certains films comiques me font rire, mais genre, certains l'aiment chaud, si vous voulez. Ou De Funès m'a fait mourir de rire. Me fait toujours mourir de rire. Si je zappe et que je tombe sur un film avec De Funès, je reste scotché. J'ai eu la chance d'être assistante avec lui et il avait une inventivité mais hallucinante. Voilà, vous parlez de films. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui me fait rire? J'aime beaucoup l'émission de Yann Barthès, elle me fait rire. Je trouve très impertinent, mais avec beaucoup de charme. Donc ça me plaît beaucoup, la façon qu'il a de faire ses montages et tout. Je trouve ça très, très astucieux, très marrant. Ce qui me fait rire aussi, enfin quelquefois ça m'horripile, mais ce qui me fait rire, c'est quand je trouve quelqu'un de très très con. Et ça peut me faire rire aussi. Mais ça m'horripile d'abord. Vous passez par 2 phases. Voilà, oui. La phase d'horripilation et la phase de rire. Vous avez dit, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, il me faut à chaque fois trouver un intérêt nouveau. Est-ce que vous vous amusez encore dans votre métier? Est-ce que vous arrivez à toujours trouver des... Je m'amuse que dans mon métier. C'est-à-dire que quand je ne tourne pas, je ne m'amuse pas du tout. J'attends le prochain tournage. C'est très amusant, un tournage. C'est comme un enfant qui joue sérieusement. Voilà. C'est jouer sérieusement. Moi, par exemple, j'adore jouer aux cartes. Quand je joue aux cartes, si les personnes qui jouent avec moi ne jouent pas sérieusement, discutent, boivent, etc., ça m'horripile. Quand on joue, on joue. Quand on tourne. Voilà. Vous avez une vraie attirance effectivement pour le jeu, notamment pour le poker, si j'ai bien compris. Il y a très longtemps que je joue plus au poker. Mais c'est pareil. Je veux dire, si on joue, on joue. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'addiction? L'addiction au tournage, oui, sûrement. Et au cigare. Allez, on va dire au cigare et au tournage. Et ça vous fait peur, les addictions? Ah bah oui, ça dépend lesquelles. Le tournage, ça me fait pas peur. Ouais. Ça me ferait peur de ne plus être addict à un tournage. Les cigares, ça me fait pas peur. Je trouve ça très bien. Puis si ça provoque d'une certaine manière, de façon avancée, ma disparition, eh bien moi je saurais pourquoi je disparais. Voilà, donc ça a un certain avantage. Maintenant, les addictions, par exemple de drogue, mais même de hashish, enfin la drogue la plus simple a priori, pour moi c'est inenvisageable. Est-ce que vous croyez... Mais inenvisageable, pas de façon éthique. Hein. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui, hélas, sont dans cette dépendance et ça me touche pour eux. Mais pour moi, c'est... C'est inenvisageable pourquoi?
Mais parce que je ne veux pas être addict. Ouais. Je veux être addict à ce qui me plaît. Oui. Je veux être addict à quelque chose de Ne positif. pas perdre le contrôle et... Ben oui, bien sûr. Le contrôle, c'est essentiel. Ben, c'est pour ça que je ne bois pas tellement, je bois très peu. Je n'aime pas l'idée de l'ivresse, parce que l'ivresse vous fait aussi, vous déstabilise. Moi, j'aime avoir le contrôle. Je n'aime pas que quelqu'un, par exemple, conduise ma voiture, ou n'importe quelle voiture. J'aime conduire moi-même, parce que je considère avoir le contrôle. Vous voyez? Est-ce que vous croyez au hasard? Ah oui. Et au destin. C'est un peu pareil. Et vous êtes un peu superstitieuse, hein, vous Très. disiez. Il y a Ouais. parfois des choses qui arrivent, que vous interprétez comme des signes, ou est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Non. Non. Grâce au ciel. Le hasard des rencontres, puisque vous... Ah oui, le hasard des rencontres, c'est magnifique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait comme belle rencontre récemment? Ça peut très bien être indépendamment du cinéma, ça peut être quelqu'un dans la rue qu'on croise. Ça Oui, peut être... enfin bon, moi c'est toujours, hélas, focalisé sur ce qui me fascine. Hélas, je ne sais pas, mais... Voilà. Mais non, bah oui, je fais des belles rencontres. Mais dernièrement, la dernière rencontre que j'ai faite, mais que j'avais déjà fait il y a 25 ans, c'était avec Isabelle. Voilà. Ça, c'est une rencontre signifiante pour moi, oui. Ça devait être un beau moment d'émotion de la retrouver 25 ans plus tard. Enfin, on s'était croisés entre-temps. Mais la j'imagine. retrouver devant une Dans le caméra, cadre c'est d'un pas tournage, pareil. oui. Voilà. C'est autre Ouais. chose, c'est une relation. très- Voilà. Ça devient autre chose. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez elle, dans sa personnalité? Ah ben tout, sa beauté, mais sa beauté habitée, pas une beauté, il suffit pas d'être beau. Elle est belle, mais sa beauté est habitée. Son intelligence, son talent extrême d'actrice, et sa sensibilité, sa générosité, son intelligence très aiguë, et sa force et sa fragilité. C'est vraiment quelqu'un de rare. Ouais. Est-ce que vous avez parfois commis des erreurs que vous avez ensuite regrettées Ben, des erreurs, quoi, de casting ou dans ma vie? dans votre vie, plutôt, oui? Ah, mais bien sûr, j'ai commis des erreurs. J'en ai commis beaucoup, mais bon, ça fait partie du labyrinthe de la vie. Quelle est la plus grande leçon, précisément, que vous avez tirée de votre expérience? Quand j'étais petite et que je faisais bêtises, mon père me disait c'est pas grave. Voilà. Quand j'en faisais la fois d'après la même, il me disait écoute, tu as déjà fait cette bêtise. Et quand je la refaisais une troisième fois, il me disait tu me fais penser à un animal préhistorique, à un diplodocus. Si tu étais doté d'intelligence, tu ferais pas 3 fois la même erreur, tu en ferais d'autres, mais pas 3 fois la même. Et je suis toujours souvenu de ça. Et j'ai tenté de ne pas faire les mêmes erreurs. Alors j'en fais sûrement d'autres. En tout cas, il y a certaines erreurs que j'ai éradiquées de ma vie. Voilà. En tout cas, ce que vous n'avez pas éradiqué du tout, c'est le cinéma, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Et donc, je rappelle que le 2 avril, on pourra voir sur France 3 Capitaine Marlowe, un épisode avec Isabelle Adjani. Le 9 avril, un autre épisode avec Jeanne Balibar, Benjamin Biolay et Camille. Merci beaucoup, José Dayan, d'avoir pris le temps, de nous avoir permis d'en savoir plus sur vous. Est-ce que vous souhaitez peut-être dire un dernier mot pour conclure cette émission? Eh bien, oui, je vais dire sans flagornerie que c'était une émission très agréable parce que cette espèce d'interrogatoire dans le noir avec simplement votre voix, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je trouvais ça original et c'est agréable parce qu'autrement on enchaîne les promotions qui se ressemblent plus ou moins toutes et ça c'était vraiment bien. Merci. Merci à vous en Voilà. tout cas. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO TV, ktotv.com. Merci, à bientôt.